Engloutie par la rivière déchaînée, Émilie vit Tonnerre plonger dans les flots pour l'arracher à la mort. Dans ses jambes paralysées depuis 3 ans, l'impossible commença à frémir. Le soleil de juin caressait doucement les collines verdoyantes de Saint-Brieuc, petit village niché au cœur de la Bretagne. Émilie Beaumont, assise dans son fauteuil roulant sur la terrasse de la maison familiale, observait l'horizon avec un mélange de mélancolie et d'espoir. À 15 ans, son visage gardait encore cette innocence enfantine, encadrée par de longs cheveux châtains qui dansaient au gré de la brise matinale. Ses yeux bleus, profonds comme l'océan qu'elle aimait tant contempler, reflétaient une sagesse que peu d'adolescents possédaient. « Émilie, ton petit déjeuner va refroidir », appela sa mère, Catherine, depuis la cuisine. « J'arrive, maman. » Je regardais juste si le temps allait tenir pour notre sortie chez Tonnerre. 3 ans étaient écoulés depuis l'accident. 3 longues années depuis que le monde des Émilie était effondré lors de cette compétition d'équitation qui devait être son tremplin vers les championnats régionaux. Un obstacle mal négocié, une chute violente et le verdict implacable des médecins. Une lésion médulaire qui lui avait retiré l'usage de ses jambes. Émilie fit pivoter son fauteuil et se dirigea vers la table de la cuisine où son père, François, lisait déjà le journal local, le Télégramme de Brest. « Regarde, ma chérie, il parle du centre équestre de Monsieur Lefort dans le journal. Apparemment, il a reçu un prix pour son programme de thérapie équine. » Émilie sourit faiblement. Le centre équestre de Saint-Brieuc était devenu sa seconde maison avant l'accident. C'était là qu'elle avait rencontré Tonnerre, ce magnifique étalon à la robe brune et à la crinière noire comme l'ébène. Un cheval au tempérament aussi impétueux que son nom le suggérait, mais qui était inexplicablement adouci en présence de la jeune fille. « J'ai hâte de le revoir aujourd'hui », murmura-t-elle en beurrant sa tartine. « Ça fait presque 2 semaines. » Catherine posa une main affectueuse sur l'épaule de sa fille. « Tu sais que Monsieur Lefort dit toujours que Tonnerre devient grognon quand tu ne viens pas assez souvent. Ce cheval t'aime plus que ses propres congénères. C'est parce que Émilie a ce don, » intervint François avec fierté. « Ce n'est pas pour rien qu'elle était la meilleure cavalière junior de la région avant. » Il s'interrompit, conscient du territoire sensible sur lequel il s'aventurait. Le silence tomba dans la cuisine, uniquement perturbé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. « Avant l'accident, papa, tu peux le dire », compléta Émilie avec une maturité qui surprenait toujours ses parents. « C'est arrivé, c'est tout. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer Tonnerre et de passer du temps avec lui. » Le téléphone sonna, brisant ce moment de tension. Catherine s'empressa de répondre. « Allô ? Ah, bonjour, docteur Moreau. »« Oui, elle va bien. Comment ? Vraiment ?» Émilie et son père échangèrent un regard interrogateur, tandis que Catherine écoutait avec attention, son expression passant de la surprise à l'espoir. « C'est merveilleux. Nous en parlerons à Émilie. »« Oui, bien sûr. Merci beaucoup, docteur. » Elle raccrocha, les yeux brillants d'une émotion contenue. Était le docteur Moreau du centre de rééducation de Rennes. Il a parlé d'un nouveau traitement expérimental qui pourrait potentiellement aider dans des cas comme le tien, Émilie. « Quel genre de traitement ?» demanda François, soudain très attentif. « Une thérapie combinant stimulation électrique et rééducation intensive. Il dit que des patients avec des lésions similaires à celles d'Émilie ont montré des signes d'amélioration. Pas de miracle, a-t-il précisé, mais des progrès significatifs. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. L'espoir était un sentiment dangereux qu'elle avait appris à maîtriser depuis son accident. Trop espérer signifiait risquer de nouvelles déceptions, de nouvelles chutes émotionnelles. « Je ne veux pas y penser maintenant, » dit-elle fermement. « On avait prévu d'aller voir Tonnerre aujourd'hui, c'est ce qui compte. » Catherine et François échangèrent un regard entendu. Ils connaissaient leur fille, sous cette apparente indifférence, se cachait une protection contre la douleur de l'espoir déçu. « Bien sûr, ma chérie, » acquiesça Catherine.
On part dans 1 heure comme prévu. Mais le docteur Moreau aimerait te voir la semaine prochaine pour t'expliquer tout ça en personne. » Émilie hocha la tête et termina son petit déjeuner en silence, son esprit oscillant entre la perspective de revoir Tonnerre et cette nouvelle qui venait perturber la routine qu'elle était construite. 1 heure plus tard, la famille Beaumont prenait place dans leur monospace adapté. François avait installé Émilie à l'avant, replié son fauteuil dans le coffre, et ils avaient pris la route sinueuse menant au centre équestre de Monsieur Lefort, situé à une dizaine de kilomètres du village. Le trajet était familier, ponctué de champs verdoyants et de petites fermes typiques de la campagne bretonne. Émilie observait le paysage défiler, son cœur s'allégeant à mesure qu'ils approchèrent du centre équestre. Était comme si une partie d'elle-même, endormie dans sa vie quotidienne, éveillait progressivement à l'idée de retrouver Tonnerre. « On dirait qu'il y a du monde aujourd'hui », remarqua François en tournant dans le chemin de terre menant aux écuries. Plusieurs voitures étaient garées devant le bâtiment principal. « C'est normal, c'est samedi », répondit Catherine. Et puis, depuis l'article sur la thérapie équine, le centre attire plus de visiteurs. Ils se garèrent près de l'entrée et François déploya le fauteuil d'Émilie avant de l'aider à s'y installer. L'odeur caractéristique des écuries, un mélange de foin frais, de cuir et de cette senteur indéfinissable propre aux chevaux, accueillit la jeune fille comme une vieille amie. « Ah, voilà la famille Beaumont !» s'exclama Monsieur Lefort en sortant du bureau adjacent aux écuries. Était un homme d'une 60aine d'années, au visage buriné par le soleil et aux mains calleuses témoignant d'une vie passée au contact des chevaux. « Tonnerre vous attend avec impatience, Émilie. Il a été particulièrement nerveux ces derniers jours. »« Bonjour, Monsieur Lefort », sourit Émilie, sentant déjà l'excitation monter en elle. « Je peux aller le voir tout de suite ?»« Bien sûr, ma petite. Il est dans le pré du fond aujourd'hui, près de la rivière. L'herbe y est particulièrement tendre, et vous savez comme il est gourmand. » Émilie ne put s'empêcher de rire. « Oui, un vrai ventre sur pattes quand il s'agit d'herbe fraîche. » François prit les commandes du fauteuil pour aider sa fille à naviguer sur le chemin caillouteux menant au pré. Catherine les suivit, portant un sac contenant les carottes et les pommes que Émilie avait spécialement préparées pour Tonnerre. Alors qu'ils approchèrent du pré, Émilie sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Là-bas, majestueux sous le soleil de midi, se tenait Tonnerre. Sa robe brune luisait comme du bronze poli et sa crinière noire ondulait doucement sous la brise. Comme s'il avait senti sa présence, le cheval releva la tête, ses oreilles se dressant attentivement dans leur direction. « Tonnerre !» appela doucement Émilie, sa voix portée par le vent comme une mélodie familière aux oreilles du cheval. La réaction fut immédiate. L'étalon releva la tête, ses naseaux frémissant, puis il s'élança vers la clôture d'un galop puissant et élégant. Arrivé à la barrière, il hennit joyeusement, secouant sa crinière comme pour saluer sa jeune amie. « Je crois qu'il est content de te voir », sourit François en poussant le fauteuil d'Émilie jusqu'à la clôture. « Tu m'as manqué aussi, mon beau », murmura Émilie en tendant la main. Tonnerre approcha son museau et souffla doucement contre sa paume, ce geste de reconnaissance qui avait toujours existé entre eux, bien avant l'accident. Monsieur Lefort ouvrit la barrière pour permettre à Émilie d'entrer dans l'enclos. Avec l'aide de son père, elle s'avança sur l'herbe, les roues de son fauteuil laissant des traces parallèles dans la verdure humide de rosée. « Voilà, je te laisse avec ton prince », plaisanta François en reculant. « Je vais discuter un peu avec Monsieur Lefort. Ta mère est partie voir les nouveaux poulains avec Mathilde. » Mathilde Lefort, la fille du propriétaire et amie d'enfance d'Émilie, travaillait au centre pendant les vacances scolaires. Avant l'accident, les deux filles passaient des heures à monter ensemble, partageant cette passion commune pour l'équitation qui avait cimenté leur amitié. Restée seule avec Tonnerre, Émilie sentit cette connexion spéciale se réactiver.
Le grand cheval s'approcha, prudent mais confiant, et baissa sa tête massive au niveau de la jeune fille. Ses yeux bruns, profonds et expressifs, semblaient lire en elle avec une intelligence presque humaine. « Si tu savais comme tu m'as manqué », chuchota Émilie en caressant son encolure puissante. Elle sortit une carotte de sa poche et la lui offrit sur sa paume ouverte. Tonnerre la prit délicatement, ses lèvres veloutées effleurant à peine la peau d'Émilie. C'était dans ces moments-là, seule avec Tonnerre, que Émilie oubliait presque son handicap. Ici, dans ce pré baigné de soleil, elle n'était pas la fille en fauteuil roulant que les gens regardaient avec pitié dans les rues de Saint-Brieuc. Elle était simplement Émilie, l'amie de Tonnerre. « Tu sais, dit-elle en continuant à caresser l'encolure du cheval, le médecin a parlé d'un nouveau traitement aujourd'hui. » Tonnerre dressa les oreilles comme s'il comprenait l'importance de cette confidence. « Maman et papa ont l'air d'y croire, mais moi, j'ai peur d'espérer, tu comprends ?» Le cheval émit un léger hennissement, comme pour l'encourager à poursuivre. « Les médecins m'ont déjà dit tellement de fois que je ne remarcherai jamais. Et puis maintenant, ce nouveau traitement qui pourrait peut-être... » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne sais pas si j'ai la force de croire encore, pour être déçu, une fois de plus. » Tonnerre s'approcha encore, posant doucement sa tête contre l'épaule de Émilie, dans un geste qui ressemblait étrangement à une étreinte. La jeune fille enfouit son visage dans la crinière noire, respirant cette odeur réconfortante qui lui rappelait les jours heureux où elle montait fièrement sur son dos, libre comme le vent. « Émilie. » La voix de Mathilde brisa ce moment d'intimité. « Je savais que je te trouverais ici. » Mathilde Lefort, grande et athlétique avec ses cheveux blonds coupés courts et son visage constellé de taches de rousseur, s'avançait à grands pas vers l'enclos. À 17 ans, elle conservait cette énergie débordante qui avait toujours caractérisé leur amitié. « Salut, Matt !» sourit Émilie en essuyant discrètement une larme. « Comment vas-tu ? Super bien, et encore mieux maintenant que tu es là. » Mathilde entra dans l'enclos et vint embrasser son amie. « Papa m'a parlé de l'article sur notre programme de thérapie. Il dit que ça pourrait attirer plus de financement pour le centre. » « Ah, c'est une excellente nouvelle, » approuva Émilie. « Le travail de ton père le mérite. » Mathilde s'accroupit près du fauteuil d'Émilie, caressant distraitement Tonnerre qui s'était approché pour la saluer. « Dis, j'ai une idée pour aujourd'hui. Papa a dit que vous restiez toute la journée, non ?» Émilie acquiesça. « Génial. Alors écoute, on pourrait pique-niquer près de la rivière cet après-midi. L'endroit est magnifique en ce moment, avec toutes les fleurs sauvages qui ont éclos après les pluies de la semaine dernière. » Le visage d'Émilie s'illumina. La rivière Gouet, qui serpentait à travers la propriété des Lefort, avait toujours été un de ses endroits préférés. Ce serait merveilleux, mais elle jeta un coup d'œil à son fauteuil. Le terrain est assez accidenté par là-bas. « Oh, ne t'inquiète pas, » la rassura Mathilde avec un clin d'œil. « J'ai repéré un nouveau chemin plus accessible. Et puis, on sera tous là pour t'aider si besoin. J'ai déjà parlé à ta mère, elle est emballée par l'idée. » La perspective de passer l'après-midi au bord de l'eau, entourée de ses proches et de Tonnerre, remplit Émilie d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Dans ce cas, c'est oui. Super !» s'exclama Mathilde en se relevant. « Je vais préparer tout ce qu'il faut. On emmènera aussi Tonnerre, bien sûr. Il adore cet endroit. » Comme pour confirmer ses paroles, le cheval hennit doucement, secouant sa crinière avec ce qui ressemblait à de l'enthousiasme. « Je crois qu'il a compris », rit Émilie. Mathilde repartit en courant vers les écuries pour organiser le pique-nique, laissant Émilie seule avec ses pensées et Tonnerre. La jeune fille leva les yeux vers le ciel d'un bleu limpide, savourant la chaleur du soleil sur son visage. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait légère, presque insouciante. « Ça va être une belle journée, n'est-ce pas, Tonnerre ?» murmura-t-elle en caressant le flanc du cheval. Ce qu'Émilie ne pouvait pas savoir, c'est que cette journée allait changer sa vie d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer.
Les eaux paisibles de la rivière Gouet cachaient un destin qui n'attendait que de se dévoiler. Le pique-nique s'organisa avec une joyeuse effervescence. Catherine et Mathilde s'affairaient dans la cuisine du centre équestre, préparant sandwichs et salades, tandis que François aidait Monsieur Lefort à charger dans sa camionnette les chaises pliantes et une grande couverture à carreaux rouges et blancs. Émilie, toujours dans l'enclos avec Tonnerre, observait ces préparatifs avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Était la première fois depuis son accident qu'elle s'aventurerait aussi loin dans la propriété des Lefort. Habituellement, ses visites se limitaient aux écuries et aux prés adjacents, facilement accessibles avec son fauteuil. « On est presque prêt », lui annonça Mathilde en s'approchant, portant un grand panier d'osier débordant de victuailles. « Papa dit que Tonnerre peut nous accompagner sans selle ni bride. Il le laisse en liberté surveillée, comme il dit. » C'est vrai, les yeux d'Émilie s'illuminèrent. Avant l'accident, elle avait souvent rêvé de pouvoir monter Tonnerre en liberté, sans contrainte, juste guidée par la confiance mutuelle qu'ils partageaient, bien sûr. Papa dit que ce cheval te suit comme ton ombre de toute façon. Mathilde posa le panier et s'accroupit près d'Émilie. Tu es sûre que ça va aller? Le chemin est assez praticable, mais il y a quand même quelques passages un peu rustiques. Émilie hocha la tête avec détermination. Je ne veux pas rester enfermée dans une cage, Mathilde, que ce soit celle de mon fauteuil ou celle de ma peur. Mathilde serra sa main avec affection. C'est pour ça que tu es ma meilleure amie, tu sais, cette force que tu as. Ne sois pas bête, coupa Émilie, embarrassée par le compliment. Je ne suis pas forte, je survis, c'est tout. C'est exactement ça, la force, répliqua Mathilde en se relevant. Allez, viens, tout le monde nous attend. Ils partirent en petit cortège. Monsieur Lefort ouvrait la marche avec sa camionnette chargée de matériel, suivi par François qui poussait le fauteuil d'Émilie sur le chemin de terre battu. Puis venaient Catherine et Mathilde avec les paniers de nourriture. Tonnerre, libéré de son enclos, trottait paisiblement à côté de Émilie, s'arrêtant parfois pour brouter une touffe d'herbe particulièrement appétissante avant de les rattraper d'un petit galop gracieux. Le chemin serpentait à travers une prairie parsemée de coquelicots et de bleuets, descendant doucement vers la rivière Gouet qui scintillait au soleil comme un ruban d'argent liquide. Émilie respirait profondément, savourant les parfums de l'été, l'herbe chauffée par le soleil, les fleurs sauvages et cette odeur caractéristique de terre humide qui s'intensifiait à mesure qu'ils approchèrent de la rivière. « C'est là !» annonça Monsieur Lefort en s'arrêtant dans une petite clairière bordant la rivière. L'endroit était idyllique, protégé par de grands chênes qui offraient une ombre bienfaisante. Il disposait d'une petite plage de galets lisses donnant accès à l'eau claire de la Gouet. François examina le terrain avec un œil critique, évaluant son accessibilité pour le fauteuil d'Émilie. « Je pense que ça peut aller jusqu'ici, » dit-il en poussant le fauteuil jusqu'à un espace plat recouvert d'herbes tendres. Mais la berge elle-même semble un peu escarpée. « Ne t'inquiète pas, papa, » le rassura Émilie. « Je n'ai pas prévu de me baigner de toute façon. » Mathilde, qui avait déjà commencé à étaler la grande couverture sous les arbres, intervint. « L'eau est probablement glacée même en juin. La Gouet prend sa source dans les collines et l'eau reste fraîche toute l'année. » Pendant que les adultes installaient les chaises et sortèrent la nourriture des paniers, les deux amis bavardaient joyeusement, rattrapant le temps perdu. Tonnerre, après avoir inspecté les environs, était couché non loin de Émilie, ses oreilles se tournant occasionnellement vers elle comme pour suivre la conversation. « Comment va Lucas ?» demanda Émilie, faisant allusion au petit ami de Mathilde. Mathilde rougit légèrement. « Ça va. Il est parti 2 semaines en Espagne avec ses parents. Il me manque, mais bon, c'est pas plus mal d'avoir un peu d'espace. Et toi? Toujours personne en vue ?» Émilie secoua la tête avec un sourire triste. « Tu sais bien que non. Qui voudrait sortir avec une fille en fauteuil roulant ?»
Ne dis pas de bêtises, la gronda gentiment Mathilde. Tu es intelligente, belle, drôle. Le fauteuil n'est qu'un détail. Un détail assez imposant quand même, soupira Émilie, puis changeant délibérément de sujet. As-tu vu les nouveaux poulains? Maman m'a dit qu'ils étaient adorables. Le repas fut servi dans une atmosphère de convivialité détendue. François racontait des anecdotes sur ses élèves du lycée où il enseignait l'histoire, faisant rire tout le monde avec ses imitations. Catherine et Monsieur Lefort discutaient de la nouvelle réglementation concernant les centres équestres, tandis que Émilie et Mathilde partageaient des souvenirs de leurs aventures équestres d'avant l'accident. Après le déjeuner, Monsieur Lefort proposa d'emmener Catherine et François explorer un nouveau sentier qu'il avait aménagé plus en amont de la rivière, là où des castors avaient construit un barrage impressionnant. « Vous êtes sûrs que ça ira, les filles ?» demanda Catherine, hésitant à laisser Émilie. « Maman, j'ai 15 ans, pas 5, protesta Émilie. « Et je ne suis pas seule, j'ai Mathilde et Tonnerre. »« Justement, plaisanta François. C'est Tonnerre qui m'inquiète. Il ne quitte pas Émilie des yeux, comme s'il complotait quelque chose. » Tout le monde rit. Mais Émilie savait qu'il y avait une part de vérité dans cette observation. Tonnerre semblait particulièrement attentif aujourd'hui, presque vigilant. Une fois les adultes partis, Mathilde proposa de déplacer le fauteuil de Émilie plus près de la rivière. « L'eau est si claire qu'on peut voir les poissons, » dit-elle, en poussant doucement le fauteuil vers la berge. « Et il y a un rocher plat, juste là, qui fait comme un petit quai naturel. » Effectivement, un affleurement rocheux s'étendait à quelques mètres de la rive, formant une plateforme naturelle au-dessus de l'eau. Mathilde manœuvra habilement le fauteuil jusqu'au bord de cette formation. « C'est magnifique », murmura Émilie, contemplant les eaux cristallines où des truites faisaient des éclairs argentés entre les pierres. Les sons de la rivière, l'eau qui clapotait contre les rochers, le bourdonnement distant d'une cascade en amont créaient une mélodie apaisante. « Je dois aller chercher quelque chose dans mon sac, » dit Mathilde. « Je reviens tout de suite. Ne bouge pas. » « Très drôle, » répondit Émilie avec un sourire ironique, faisant référence à sa mobilité réduite. Restée seule au bord de l'eau, Émilie se sentit envahie par une étrange sérénité. Le soleil filtré par les feuillages créait des motifs dansants sur l'eau et une légère brise rafraîchissait l'air. Tonnerre S était approché et se tenait maintenant juste derrière elle, sa présence massive comme un rempart protecteur. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement en tendant la main vers le cheval. Tonnerre approcha son museau et souffla doucement, comme pour acquiescer. C'est alors qu'Émilie remarqua quelque chose de brillant au fond de l'eau, près du bord. Intriguée, elle se pencha légèrement en avant dans son fauteuil, essayant de mieux voir. L'objet semblait métallique, peut-être une pièce de monnaie ancienne ou un bijou perdu par un visiteur précédent. Sans réfléchir, elle poussa légèrement son fauteuil vers l'avant pour se rapprocher encore du bord. Les roues avant s'immobilisèrent contre une petite pierre, mais Émilie était trop absorbée par sa découverte pour s'en préoccuper. Ce qu'elle ne remarqua pas, était que le sol sous une des roues arrière de son fauteuil commençait à s'effriter légèrement. Les pluies récentes avaient fragilisé cette partie de la berge, créant une instabilité invisible sous la fine couche d'herbe et de mousse. À quelques centaines de mètres en amont, personne ne pouvait voir les signes avant-coureurs d'un danger imminent. L'eau de la rivière qui commençait à monter imperceptiblement, résultat d'une vanne ouverte au barrage situé plus haut dans les collines. Un changement subtil dans le courant, un grondement à peine audible annonçant l'arrivée d'une masse d'eau plus importante. Émilie se pencha encore un peu plus, hypnotisée par cet objet mystérieux qui scintillait sous l'eau comme une promesse. Ses doigts effleurèrent la surface fraîche de la rivière, créant de petites ondulations qui déformaient l'image du trésor immergé. « Encore un peu », murmura-t-elle pour elle-même, se penchant davantage. Derrière elle, Tonnerre s'agita soudain, ses oreilles se dressant brusquement.
Il renifla l'air, puis émit un hennissement inquiet. Quelque chose avait changé, un grondement sourd, presque imperceptible pour l'oreille humaine, mais que l'instinct animal de Tonnerre avait immédiatement détecté. « Qu'est-ce qu'il y a, mon beau ?» demanda distraitement Émilie sans se retourner. Toujours concentrée sur l'eau, à cet instant précis, 3 événements se produisirent presque simultanément. D'abord, une vibration légère parcourut le sol sous le fauteuil d'Émilie. La berge, fragilisée par les pluies récentes, commença à céder sous le poids. Ensuite, le niveau de l'eau monta brusquement de plusieurs centimètres, comme animé d'une volonté propre. Une vague avancée de la masse d'eau libérée par le barrage en amont. Enfin, Tonnerre hennit puissamment, un cri d'alarme qui résonna dans la clairière. Émilie n'eut que le temps de se redresser, soudain consciente du danger avant que tout ne bascule. Le sol sous la roue droite de son fauteuil s'effondra, l'entraînant dans un mouvement inexorable vers l'eau. « Au secours !» cria-t-elle, saisissant désespérément les accoudoirs de son fauteuil. Mais était trop tard. Dans un mélange de terre, de pierres et d'éclaboussures, Émilie et son fauteuil plongèrent dans la rivière Gouet. L'eau glacée l'enveloppa comme un étau, lui coupant momentanément le souffle. Le choc thermique était si violent qu'elle en resta paralysée quelques secondes, incapable de réagir. Quand elle reprit ses esprits, la situation devint terriblement claire. Son fauteuil, alourdi par son cadre métallique, s'enfonçait rapidement. Émilie, toujours attachée par sa ceinture de sécurité, luttait pour garder la tête hors de l'eau. « À l'aide, Mathilde !» hurla-t-elle, craignant que sa voix ne soit couverte par le bruit de l'eau qui semblait s'intensifier. Le courant, habituellement paisible à cet endroit, était considérablement renforcé. L'eau montait toujours, alimentée par le flot continu venant du barrage. Émilie réalisa avec horreur que le courant l'entraînait vers le milieu de la rivière, loin de la berge où elle aurait pu tenter de s'agripper. Ses mains tremblantes cherchèrent frénétiquement la boucle de sa ceinture de sécurité. L'eau glacée engourdissait ses doigts, rendant chaque mouvement laborieux. La panique commençait à l'envahir, cette terreur primitive face à la noyade imminente. « S'il vous plaît, quelqu'un !» Sa voix faiblissait tandis que l'eau atteignait son menton. Sur la berge, Tonnerre ne restait pas inactif. Le grand cheval brun tournait en cercle nerveux, hennissant furieusement, ses yeux fixés sur Émilie qui luttait dans l'eau. Il semblait déchiré entre son instinct de fuite face au danger et son attachement à la jeune fille. Finalement, dans un acte qui défierait toutes les attentes, Tonnerre prit sa décision. Il élança vers l'eau, ses puissants sabots soulevant des gerbes de boue et de gravier. Sans hésitation, il plongea dans la rivière, nageant vigoureusement vers Émilie. Pendant ce temps, Mathilde revenait tranquillement vers l'endroit où elle avait laissé son amie, un appareil photo entre les mains. « Émilie, regarde ce que j'ai trouvé dans mon sac. On pourrait prendre quelques photos pour ton... » Sa voix mourut dans sa gorge quand elle réalisa que le fauteuil d'Émilie N était plus à l'endroit où elle l'avait laissé. Ses yeux balayèrent frénétiquement les environs avant de s'arrêter sur la scène cauchemardesque qui se déroulait dans la rivière. « Émilie !» hurla-t-elle, laissant tomber l'appareil photo pour se précipiter vers la berge. « Mon Dieu ! Papa! Monsieur Beaumont! À l'aide !» Mais les adultes étaient trop loin pour entendre ses cris désespérés. Mathilde se figea un instant, paralysée par l'horreur et l'impuissance, avant de remarquer Tonnerre qui nageait déjà vigoureusement vers son ami. Dans l'eau, la situation d'Émilie empirait rapidement. Elle avait finalement réussi à défaire sa ceinture de sécurité, se libérant de son fauteuil qui coulait maintenant vers le fond. Mais sans ses jambes fonctionnelles et avec des vêtements alourdis par l'eau, nager était pratiquement impossible. Elle battait désespérément des bras, luttant pour maintenir sa tête hors de l'eau, mais chaque respiration était une bataille. « Au sec !» suffoqua-t-elle, avalant involontairement de l'eau qui la fit tousser violemment. Le courant la portait toujours plus loin, éloignant davantage de la berge.
Les forces commençaient à lui manquer, ses mouvements devenaient plus lents, moins coordonnés. Une fatigue écrasante s'emparait de ses membres. Était comme si la rivière elle-même l'attirait vers ses profondeurs, une sirène mortelle chantant une berceuse de faim. Juste au moment où elle sentait qu'elle ne pourrait plus lutter, quelque chose de solide effleura son bras. Tonnerre était arrivé jusqu'à elle, nageant avec une détermination stupéfiante contre le courant. Le grand cheval se positionna habilement à côté de Émilie, lui offrant son encolure comme point d'appui. « Tonnerre !» murmura-t-elle, à peine consciente, ses doigts s'agrippant instinctivement à la crinière trempée. Le cheval hennit doucement, comme pour l'encourager, puis commença à nager vers la berge avec des mouvements puissants et réguliers. Émilie s'accrochait désespérément, son visage pressé contre l'encolure chaude de l'animal, contrastant avec l'eau glaciale qui les entourait. Sur la rive, Mathilde S. était précipitée le long de la berge, suivant leur progression, criant des encouragements. « Tiens bon, Émilie, Tonnerre te ramène, accroche-toi !» La scène semblait surréaliste. Un grand cheval brun luttant contre le courant d'une rivière déchaînée, portant une jeune fille à moitié consciente sur son dos. C'était comme si le temps était suspendu, comme si la nature elle-même retenait son souffle devant ce spectacle de courage et de dévotion. Tonnerre nageait avec une détermination qui défiait toute logique animale. Chaque mouvement était calculé, précis, comme s'il comprenait parfaitement l'enjeu de sa mission. Ses naseaux soufflaient bruyamment, expulsant l'eau qui menaçait d'y pénétrer, tandis que ses yeux restaient fixés sur la berge, son objectif. Le courant restait fort, mais Tonnerre était plus fort encore. Centimètre par centimètre, mètre par mètre, il se rapprochait de la rive, portant son précieux fardeau. Émilie, à demi consciente, murmurait des mots incohérents, mêlant prière et encouragement à son sauveur équin. L'eau glacée avait engourdi son corps au point qu'elle ne sentait presque plus ses bras qui s'accrochaient à la crinière de Tonnerre. Seule la volonté de survivre la maintenait agrippée. Après ce qui sembla une éternité, les sabots de Tonnerre touchèrent enfin le fond de la rivière. Il hennit triomphalement, redoublant d'efforts pour avancer dans l'eau qui lui arrivait maintenant au poitrail, puis aux genoux, puis finalement aux sabots. « Tu y es presque !» criait Mathilde, qui était entrée dans l'eau jusqu'aux mollets pour les accueillir. Encore un effort, Tonnerre. Avec un dernier élan héroïque, le cheval parvint à atteindre la berge. Émilie, épuisée et transie, glissa doucement de son dos pour s'effondrer sur la terre ferme, toussant et recrachant l'eau qu'elle avait avalée. Mathilde se précipita à ses côtés, la tournant sur le côté pour faciliter l'évacuation de l'eau de ses poumons, puis la couvrit de sa propre veste. « Émilie, tu m'entends? Reste avec moi !» Tonnerre se tenait à côté d'elle, son grand corps trempé frissonnant d'épuisement, mais ses yeux ne quittèrent pas Émilie. Il ébroua légèrement, puis baissa sa tête massive pour souffler doucement sur le visage de la jeune fille, comme pour vérifier son état. « Respire, Émilie, respire !» La voix de Mathilde semblait venir de très loin, comme étouffée par un épais brouillard. Émilie ouvrit faiblement les yeux, clignant plusieurs fois pour chasser l'eau qui brouillait sa vision. Le monde autour d'elle oscillait étrangement, comme vu à travers une vitre déformante. Elle sentait le sol dur et humide sous son corps, la chaleur de la veste de Mathilde sur sa poitrine et le souffle chaud de Tonnerre contre son visage. « T'es Tonnerre !» articula-t-elle difficilement, sa gorge brûlante à cause de l'eau avalée. « Il est là, il ne te quitte pas !» la rassura Mathilde, dont le visage apparut enfin clairement au-dessus d'elle, les traits déformés par l'inquiétude. « Ne parle pas, économise tes forces, je vais chercher de l'aide. »« Non !» protesta faiblement Émilie en tendant une main tremblante. « Ne me laisse pas !»« Je dois y aller, Émilie. Il faut prévenir tes parents et appeler une ambulance. » Émilie voulut protester à nouveau, mais une quinte de toux violente l'en empêcha. Elle sentit un goût métallique dans sa bouche, du sang mêlé à l'eau de la rivière. « Tonnerre, reste !»
murmura-t-elle entre deux respirations laborieuses. Comme s'il comprenait parfaitement ses paroles, le grand cheval s'allongea doucement à côté d'elle, créant un rempart vivant contre le vent qui s'était levé. Sa présence massive dégageait une chaleur réconfortante qui contrastait avec le froid mordant qui, était emparé du corps d'Émilie. « Je reviens tout de suite », promit Mathilde, avant de s'élancer en courant vers le chemin qui menait au point de pique-nique, hurlant à plein poumon les noms des adultes. Restée seule avec Tonnerre, Émilie se sentit étrangement calme malgré la douleur et l'épuisement. Elle tourna légèrement la tête pour regarder le cheval allongé près d'elle, son grand œil brun la fixant avec ce qui ressemblait à de l'inquiétude. « Tu m'as sauvée », chuchota-t-elle, levant une main tremblante pour toucher son museau humide. « Comment as-tu su ?» Tonnerre souffla doucement, son souffle chaud enveloppant la main d'Émilie comme une caresse. Était comme s'il partageait un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Un frisson violent parcourut soudain le corps d'Émilie, rappelant brutalement la gravité de sa situation. L'hypothermie commençait à s'installer, ses vêtements trempés collant à sa peau comme une seconde peau glaciale. Elle sentait sa conscience vaciller, une fatigue écrasante l'invitant à fermer les yeux, juste un instant. « Émilie !» Le cri déchirant de sa mère la ramena brusquement à la réalité. Des bruits de course précipités, des voix alarmées, et soudain, des visages familiers apparurent dans son champ de vision de plus en plus restreint. Catherine tomba à genoux près de sa fille, son visage décomposé par la peur. François était juste derrière, son teint habituellement coloré désormais d'une pâleur cadavérique. « Mon Dieu, ma chérie, que s'est-il passé ?» sanglota Catherine en prenant délicatement la tête d'Émilie sur ses genoux. Le fauteuil, l'eau, Tonnerre. Les mots sortaient difficilement, entrecoupés par une respiration sifflante. « Ne parle pas, ma puce !» intervint François, retirant rapidement sa veste pour la placer sur sa fille, ajoutant une couche de chaleur par-dessus celle de Mathilde. « Monsieur Lefort est en train d'appeler les secours. Tout va bien se passer. » Tonnerre, toujours allongé près de Émilie, n'avait pas bougé malgré l'arrivée des humains. Il maintenait sa position protectrice, comme une sentinelle veillant sur son trésor le plus précieux. « Ce cheval », murmura François, soudain conscient de la scène extraordinaire qui se déroulait sous ses yeux. « Est-ce qu'il l'a sauvé, papa ?» confirma Mathilde, qui se tenait un peu en retrait, les bras serrés autour d'elle-même pour combattre le froid de ses propres vêtements mouillés. « J'ai tout vu. » Émilie est tombée dans la rivière avec son fauteuil, et Tonnerre a plongé pour la ramener. Il a nagé contre le courant. C'était incroyable. Monsieur Lefort arriva en courant, son téléphone portable encore à la main. « Les secours arrivent. J'ai expliqué notre position exacte. Ils envoient un hélicoptère. 15 minutes, maximum. » Il s'approcha doucement du groupe, son regard expert évaluant rapidement l'état d'Émilie, puis s'attardant sur Tonnerre avec une expression de stupéfaction admirative. « En 30 ans de travail avec les chevaux, je n'ai jamais rien vu de pareil, » dit-il doucement, s'accroupissant près de l'animal. « Il l'a vraiment sorti de l'eau ?»« Oui, » confirma Mathilde, les larmes aux yeux. Sans lui, Émilie se serait noyée. Le courant était trop fort et elle était trop loin de la berge. Catherine serrait sa fille contre elle, murmurant des prières de gratitude entremêlées de mots d'encouragement. François, quant à lui, semblait incapable de détacher son regard de Tonnerre, comme s'il essayait de comprendre ce qui avait motivé un animal à risquer sa propre vie pour sauver un être humain. « Il faut la réchauffer davantage », déclara Monsieur Lefort en se relevant. L'hypothermie est le danger immédiat. Il retourna rapidement à la camionnette et revint avec plusieurs couvertures de survie à la texture métallisée qu'il gardait toujours dans sa trousse de secours. Avec l'aide de François, il enveloppa soigneusement Émilie, créant un cocon protecteur qui reflétait et conservait sa chaleur corporelle.
Pendant tous ces mouvements, Tonnerre resta immobile, se déplaçant juste assez pour ne pas gêner les soins, mais refusant catégoriquement de éloigner Émilie. Le temps semblait être figé dans cette clairière au bord de la rivière Gouet. Seul le bruit de l'eau, maintenant redescendu à son niveau normal, rappelait le drame qui venait de s'y jouer. Les oiseaux étaient tus, comme par respect pour la gravité du moment. Puis, brisant ce silence presque sacré, un son lointain mais reconnaissable commença à se faire entendre, le battement rythmique des pales d'un hélicoptère. « Les secours arrivent !» annonça François, serrant plus fort la main de sa fille. « Tiens bon, ma chérie !» L'hélicoptère du SAMU approchait rapidement, sa silhouette blanche et rouge se détachant contre le ciel bleu. Il survola la zone, cherchant un endroit propice à l'atterrissage. « Il va se poser dans le grand pré juste derrière », indiqua Monsieur Lefort en pointant du doigt. « Je vais les guider jusqu'ici. » Il partit en courant, laissant la famille Beaumont et Mathilde auprès d'Émilie et de Tonnerre. « Ça fait mal !» gémit soudain Émilie, son visage se crispant de douleur. « Où as-tu mal, ma chérie ?» demanda Catherine, alarmée. « Mes jambes, elles, brûlent. » François et Catherine échangèrent un regard stupéfait. Depuis son accident, Émilie n'avait jamais ressenti la moindre sensation dans ses jambes. « Tu sens tes jambes ?» demanda François, incrédule. Émilie hocha faiblement la tête, les larmes aux yeux. C'est comme des milliers d'aiguilles qui piquent. Doute avant que quiconque puisse réagir à cette révélation extraordinaire, 2 secouristes en combinaison rouge apparurent dans la clairière, guidés par Monsieur Lefort. Ils portaient une civière et des équipements médicaux sophistiqués. « Écartez-vous, s'il vous plaît », demanda le premier secouriste en s'agenouillant près de Émilie. Tonnerre se releva immédiatement, mais au lieu de s'éloigner, il resta planté à côté d'Émilie, observant attentivement chaque geste des secouristes. « Le cheval pourrait-il » commença le second secouriste, visiblement mal à l'aise avec la présence imposante de l'animal. « Il ne bougera pas », intervint Monsieur Lefort, « et je ne pense pas qu'on puisse le forcer à s'éloigner d'elle, de toute façon. » Les secouristes échangèrent un regard résigné, puis commencèrent leur évaluation. Ils prirent les signes vitaux d'Émilie, vérifièrent ses pupilles, posèrent des questions pour évaluer son niveau de conscience. Hypothermie modérée, possible inhalation d'eau, état de choc, diagnostiqua le premier secouriste. Il faut, évacuer immédiatement vers l'hôpital de Saint-Brieuc. Ils installèrent une perfusion, placèrent un masque à oxygène sur le visage d'Émilie, puis la transférèrent précautionneusement sur la civière. Tout au long de ces manipulations, Tonnerre suivait chaque mouvement avec une attention presque humaine, hennissant doucement lorsqu'Émilie gémissait de douleur. « C'est le cheval qui l'a sauvée », expliqua Mathilde au secouriste qui préparait la civière pour le transport. « Il a plongé dans la rivière et l'a ramené sur la berge. » Le secouriste jeta un regard incrédule à Tonnerre, puis à Mathilde. « Vraiment ? Je l'ai vu de mes propres yeux », affirma-t-elle solennellement. Lorsque les secouristes soulevèrent la civière pour emporter Émilie vers l'hélicoptère, Tonnerre s'agita soudain, hennissant plus fort et tentant de suivre. « Tonnerre !» murmura Émilie à travers son masque à oxygène, tendant faiblement la main vers le cheval. Monsieur Lefort s'approcha rapidement de l'animal, saisissant délicatement son licol. « Il ne peut pas venir avec toi à l'hôpital, Émilie, » dit-il doucement. « Mais je te promets de bien m'occuper de lui jusqu'à ton retour. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes, partageant un dernier regard avec le cheval qui lui avait sauvé la vie avant que les secouristes ne l'emportent à travers les arbres. L'hélicoptère se posa en douceur sur l'héliport de l'hôpital Yves Le Foll de Saint-Brieuc, ses pales ralentissant progressivement dans un bourdonnement décroissant. Une équipe médicale attendait déjà, prête à prendre en charge la jeune patiente. Adolescente de 15 ans, hypothermie modérée, possible inhalation d'eau, état de choc, annonça le secouriste en transmettant la civière d'Émilie au personnel hospitalier.
paraplégique depuis 3 ans suite à un accident d'équitation. Prenons-la en traumatologie, décida le médecin urgentiste, une femme d'une 40aine d'années au regard vif. Prévenez le docteur Renaud en neurologie, il devrait voir ça aussi. Et Catherine et François, qui avaient été autorisés à monter dans l'hélicoptère avec leur fille, suivaient la civière, leur visage reflétant un mélange d'angoisse et d'espoir. « Elle a dit qu'elle sentait ses jambes », murmura Catherine à l'urgentiste. « C'est la première fois depuis son accident. Est-ce que ça pourrait… » « Ne tirons pas de conclusions hâtives, madame », répondit la médecin avec un sourire rassurant mais prudent. L'hypothermie et état de choc peuvent provoquer des sensations fantômes. Nous allons faire tous les examens nécessaires. Les heures qui suivirent se transformèrent en un tourbillon de blouses blanches, de machines bipant, de questions médicales et d'examens. Émilie, épuisée mais consciente, répondait mécaniquement, son esprit oscillant entre la réalité clinique de l'hôpital et les images vivaces de son sauvetage miraculeux. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait l'eau tourbillonnante, sentait la force puissante de Tonnerre contre elle, revivait cette sensation indescriptible lorsque les sabots du cheval avaient enfin touché le fond de la rivière. « Tonnerre », murmurait-elle parfois, s'attirant des regards intrigués des infirmières qui s'affairaient autour d'elle. Vers 18 heures, après une batterie d'examens comprenant radiographie, analyse sanguine et un examen neurologique préliminaire, Émilie fut installée dans une chambre individuelle. Son état était stable, sa température corporelle était remontée à la normale et ses poumons ne présentaient pas de signes d'infection malgré l'eau inhalée. Catherine et François, qui n'avaient pas quitté l'hôpital, entrèrent dans la chambre, leur visage marqué par l'épuisement émotionnel de cette journée cauchemardesque. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» demanda Catherine en s'asseyant doucement sur le bord du lit, prenant la main de sa fille entre les siennes. « Fatiguée, » répondit Émilie d'une voix rauque, « et j'ai toujours cette sensation étrange dans les jambes, comme des fourmillements. » François et Catherine échangèrent un regard lourd de sens. « Les médecins disent que c'est peut-être dû au choc, » expliqua François prudemment. « Mais ils vont faire d'autres examens demain. » Émilie hocha faiblement la tête, puis demanda « Et Tonnerre, comment va-t-il » ? « Monsieur Lefort nous a appelés il y a 1 heure, » répondit Catherine avec un sourire attendri. « Tonnerre va bien. Il est rentré à l'écurie, mais refuse de manger. » Monsieur Lefort dit qu'il n'arrête pas de regarder vers la sortie, comme s'il t'attendait. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. « Il m'a sauvé la vie, maman. Si tu avais vu comment, il savait exactement quoi faire, comme s'il comprenait tout. »« Nous le savons, ma chérie, » murmura François, en caressant les cheveux de sa fille. « Mathilde nous a tout raconté. C'est extraordinaire. » Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Le docteur Renaud, neurologue, entra dans la chambre, accompagné d'un homme que les Beaumont reconnurent immédiatement. Le docteur Moreau, spécialiste en rééducation, qui les avait contactés le matin même au sujet du nouveau traitement expérimental. « Bonsoir », salua le docteur Renaud. « J'espère que nous ne vous dérangeons pas trop tard. Nous avons pensé qu'il était important de vous parler des résultats préliminaires de nos examens. » Émilie se redressa légèrement dans son lit, soudain très attentive malgré sa fatigue. « Bonjour, Émilie, » dit le docteur Moreau avec un sourire chaleureux. « Nous nous rencontrons dans des circonstances un peu particulières, mais je suis ravi de faire enfin ta connaissance. »« Vous êtes le médecin qui a appelé ce matin pour le nouveau traitement, » dit Émilie, se rappelant la conversation téléphonique qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. « Exactement, » confirma le docteur Moreau. « Et il se trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait être particulièrement pertinent pour notre discussion. » Mais les 2 médecins prirent place sur les chaises disponibles, leurs expressions professionnelles mais empreintes d'une excitation contenue. « Émilie, commença le docteur Renaud.
Les tests que nous avons effectués cet après-midi ont révélé quelque chose de très intéressant. Il semble que tu présentes une activité neurologique significative dans tes membres inférieurs. Le silence tomba dans la chambre, comme si tous retenaient leur souffle. Ce que cela signifie, poursuivit-il en voyant l'incompréhension sur le visage de Émilie, c'est que les sensations que tu ressens dans tes jambes ne sont pas des sensations fantômes. Il y a une véritable transmission de signaux nerveux. Mais François hésita, osant à peine formuler la question qui brûlait les lèvres de tous. Est-ce que cela veut dire que Émilie pourrait marcher à nouveau? Le docteur. Moreau leva une main en signe de prudence. Il est beaucoup trop tôt pour faire de telles promesses. La lésion médulaire d'Émilie reste sévère. Cependant, ce que nous observons aujourd'hui est ce que nous appelons dans notre jargon une fenêtre d'opportunité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Demanda Catherine, serrant inconsciemment la main de sa fille plus fort. Le traumatisme émotionnel et physique que tu as subi aujourd'hui, expliqua le docteur Moreau en s'adressant directement à Émilie, semble avoir provoqué une sorte de réveil de certains circuits nerveux qui étaient dormants depuis ton accident. C'est extrêmement rare, mais pas sans précédent. Et c'est là que le traitement expérimental dont je vous parlais ce matin entre en jeu, continua-t-il avec une passion évidente. Notre approche combine stimulation électrique ciblée et thérapie intensive. Dans des cas comme celui de Émilie, où une activité neurologique résiduelle est détectée, les résultats peuvent être encourageants. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Après 3 ans de diagnostic pessimiste et d'acceptation résignée de son état, l'idée même qu'un changement soit possible semblait irréelle. « Je ressens vraiment quelque chose », affirma-t-elle, sa voix plus forte qu'auparavant. Ce n'est pas comme avant l'accident, mais c'est définitivement là, comme si mes jambes étaient réveillées d'un long sommeil. Le docteur Renaud hocha la tête. C'est exactement ce que nos tests suggèrent, mais je dois insister sur le fait que le chemin serait long et difficile, sans garantie de résultat. Combien de temps durerait ce traitement? Demanda François, toujours pragmatique. Au moins 6 mois de thérapie intensive, répondit le docteur Moreau. 3 séances par semaine au centre de rééducation de Rennes. Catherine fronça les sourcils. Rennes est à plus d'1 heure de route. Avec elle, école d'Émilie, ce serait compliqué. Il existe des arrangements pour les patients dans sa situation, la rassura le médecin. Des cours à distance, des aménagements scolaires spéciaux. Tout cela peut être organisé. Émilie, qui était restée silencieuse pendant cet échange, intervint soudain. « Et tonnerre! Quel rôle pourrait-il jouer dans tout ça ?» Les 2 médecins semblèrent surpris par cette question inattendue. « Tonnerre !» répéta le docteur Renaud, perplexe. « Le cheval qui m'a sauvé !» expliqua Émilie avec une ferveur qui contrastait avec son état d'épuisement. « Nous avons une connexion spéciale. Il a risqué sa vie pour moi aujourd'hui. Je suis sûr qu'il pourrait m'aider dans ma rééducation. » Le docteur Moreau échangea un regard avec son collègue, puis un sourire compréhensif illumina son visage. En fait, l'hypothérapie, la thérapie assistée par le cheval, est une composante reconnue de certains programmes de rééducation. Elle renforce le tronc, améliore l'équilibre et peut avoir des bénéfices psychologiques significatifs. Vraiment, le visage d'Émilie éclaira d'espoir. Absolument, confirma le docteur Moreau. Mais si ce cheval a une relation particulière avec toi, cela pourrait effectivement constituer un atout précieux dans ton parcours de rééducation. Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, un véritable sourire se dessina sur les lèvres d'Émilie. L'idée que Tonnerre puisse non seulement lui avoir sauvé la vie, mais aussi potentiellement l'aider à la reconstruire, semblait presque trop belle pour être vraie. « Quand pourrions-nous commencer ?» demanda-t-elle avec une détermination nouvelle. « Nous devons d'abord te garder en observation pendant quelques jours, » répondit le docteur Renaud. « Ensuite, si tout va bien, nous pourrons envisager de débuter le protocole dès la semaine prochaine. »
Mais n'oublie pas, Émilie, ajouta-t-il avec sérieux, ce sera un chemin difficile, avec des hauts et des bas. Il faudra beaucoup de patience et de persévérance. Je comprends, acquiesça Émilie. Puis, avec une maturité qui surprit même ses parents, elle ajouta « Mais pour la première fois depuis 3 ans, j'ai vraiment envie d'essayer. Si Tonnerre a pu plonger dans une rivière déchaînée pour moi, je peux bien affronter quelques mois de thérapie intensive. » Non, Catherine ne put retenir ses larmes devant la détermination de sa fille. François, tout aussi ému, posa une main sur l'épaule de Émilie. « Nous serons avec toi à chaque étape, ma chérie. » Lorsque les médecins quittèrent la chambre, laissant la famille Beaumont absorber toutes ces informations, un silence chargé d'émotions régna pendant quelques instants. Puis, brisant ce silence, Émilie demanda « Papa, pourrais-tu appeler Monsieur Lefort? J'aimerais qu'il dise à Tonnerre que je vais bien et que je reviendrai bientôt. » François sourit, touché par cette demande qui aurait pu sembler étrange à quiconque n'avait pas été témoin du lien extraordinaire entre sa fille et ce cheval. « Bien sûr, ma chérie. Je suis sûr que Tonnerre sera rassuré de l'apprendre. » Dehors, la nuit était tombée sur Saint-Brieuc. Dans le ciel dégagé, les étoiles brillaient comme autant de promesses d'espoir. Et quelque part, dans une écurie du centre équestre des Lefort, un grand cheval brun veillait, ses oreilles dressées comme s'il attendait des nouvelles de la jeune fille qu'il avait arrachée aux eaux tumultueuses de la rivière Gouet. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le dramatique sauvetage au bord de la rivière Gouet. L'histoire d'Émilie et de Tonnerre S était répandue comme une traînée de poudre dans toute la Bretagne. La presse locale avait même publié un article dans Ouest France, intitulé « Le miracle de Saint-Brieuc, quand un cheval devient héros ». Des journalistes avaient tenté d'interviewer la famille Beaumont, mais François et Catherine avaient poliment décliné, souhaitant protéger leur fille de cette attention soudaine. Ce matin-là, une atmosphère particulière régnait dans la voiture familiale qui se dirigeait vers le centre équestre des Lefort. Émilie, assise à l'avant, ne cessait de triturer nerveusement la couverture posée sur ses jambes. « Et s'il ne me reconnaît pas ?» demanda-t-elle pour la 3e fois, ses yeux fixés sur le paysage qui défilait. « Émilie » soupira Catherine avec un sourire indulgent. « Tu sais bien que c'est impossible. D'après Monsieur Lefort, Tonnerre n'a pas été le même depuis ton accident. Il surveille chaque voiture qui arrive au centre. »« Go, ta mère a raison, » renchérit François. « Ce cheval t'a sorti d'une rivière en crue. Je doute qu'il t'ait oublié en 2 semaines. » Émilie hocha la tête, mais l'anxiété persistait. Ce n'était pas seulement les retrouvailles avec Tonnerre qui la rendaient nerveuse. Aujourd'hui marquait officiellement le début de son programme de rééducation. Le docteur Moreau avait travaillé en étroite collaboration avec Monsieur Lefort pour élaborer un protocole d'hypothérapie sur mesure, spécialement adapté à son cas. Les examens approfondis réalisés à l'hôpital avaient confirmé ce que les premiers tests avaient suggéré. Une activité neurologique résiduelle significative dans les membres inférieurs d'Émilie. Pas assez pour garantir qu'elle remarcherait un jour, mais suffisamment pour justifier un traitement intensif combinant stimulation électrique, physiothérapie classique et, élément central du programme, des séances d'hypothérapie avec Tonnerre. « On arrive !» annonça François en tournant dans le chemin de terre familier. Le cœur d'Émilie s'accéléra. Elle aperçut la silhouette de Monsieur Lefort, qui attendait devant les écuries, accompagnée d'une femme qu'elle ne connaissait pas, probablement la kinésithérapeute spécialisée en hypothérapie dont le docteur Moreau avait parlé. Mais ce qui attira immédiatement son regard, c'était la grande forme brune qui s'agitait dans le pré adjacent aux écuries, Tonnerre. Même à cette distance, elle pouvait voir qu'il était arrêté de brouter et fixait la voiture avec une attention intense. François gara le véhicule et descendit pour déployer le fauteuil roulant d'Émilie. Lorsqu'il ouvrit la portière passager, un hennissement puissant retentit à travers le centre équestre. « Je crois que quelqu'un t'a reconnu. »
sourit-il en aidant sa fille à s'installer dans son fauteuil. À peine Émilie fut-elle visible que Tonnerre se mit à galoper le long de la clôture, hennissant répétitivement comme s'il appelait la jeune fille. « Bonjour, Émilie », accueillit Monsieur Lefort en s'approchant. « Comme tu peux le constater, un certain cheval est plutôt impatient de te revoir, même il est comme ça depuis ce matin, » ajouta-t-il en baissant la voix. « C'est comme s'il savait que tu venais aujourd'hui. » Émilie sentit des larmes, des émotions lui monter aux yeux. « Je peux aller le voir tout de suite ?»« Bien sûr », acquiesça Monsieur Lefort. « Mais laisse-moi d'abord te présenter Madame Lambert. Elle est kinésithérapeute spécialisée en hypothérapie et travaillera avec toi pendant ces prochains mois. » La femme, d'une quarantaine d'années, au visage avenant, encadré de cheveux châtains coupés courts, s'avança avec un sourire chaleureux. « Enchanté de te rencontrer, Émilie. Tu peux m'appeler Sophie. J'ai beaucoup entendu parler de toi et de ton lien spécial avec Tonnerre. » Émilie lui rendit poliment son salut, mais son attention restait fixée sur le grand cheval brun qui continuait de s'agiter le long de la clôture. « Allez, » rit Sophie en comprenant la situation. « Va donc saluer ton sauveur, nous aurons tout le temps de discuter après. » François poussa le fauteuil d'Émilie vers l'enclos, suivi par Catherine qui filmait discrètement la scène avec son téléphone, sachant que ce moment serait précieux à conserver. À mesure qu'ils approchaient, Tonnerre devenait de plus en plus excité, secouant sa crinière noire et frappant occasionnellement le sol de son sabot, manifestations évidentes de son impatience. Lorsqu'ils atteignirent enfin la clôture, le cheval s'immobilisa, tendant son long cou par-dessus la barrière, ses naseaux frémissant à quelques centimètres du visage Émilie. « Salut, mon beau », murmura-t-elle, tendant une main tremblante vers son museau. Tonnerre souffla doucement contre sa paume, ce geste familier qui avait toujours été le leur. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, il avança davantage sa tête, posant son front contre celui d'Émilie dans un geste d'une intimité bouleversante. « Tu m'as manqué aussi », chuchota-t-elle, enlaçant son encolure puissante, enfouissant son visage dans sa crinière soyeuse. Tellement, tellement manqué. Derrière elle, Catherine essuya discrètement une larme. François, Monsieur Lefort et Sophie observaient la scène avec un mélange d'émotion et d'émerveillement. « C'est remarquable », murmura Sophie à Monsieur Lefort. « En 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu une telle connexion entre un patient et un cheval. »« Tonnerre a toujours été spécial », répondit-il à voix basse. « Mais avec Émilie, c'est différent. C'est comme s'ils partageaient un langage que personne d'autre ne comprend. » Après ces retrouvailles émouvantes, le groupe se dirigea vers le manège couvert où aurait lieu la première séance d'hypothérapie. Sophie expliqua en détail le déroulement du programme à Émilie et ses parents. L'hypothérapie utilise les mouvements naturels du cheval pour stimuler les muscles et le système nerveux du patient, précisa-t-elle. Le mouvement rythmique du cheval au pas imite la démarche humaine, envoyant au cerveau des signaux similaires à ceux de la marche. Émilie écoutait attentivement, son regard alternant entre Sophie et Tonnerre que Monsieur Lefort avait scellé avec un équipement spécial, conçu pour l'hypothérapie. « Aujourd'hui, nous allons commencer très simplement, » continua Sophie. « L'objectif est de t'habituer à la sensation du mouvement et d'évaluer tes réactions. Monsieur Lefort tiendra Tonnerre à la longe et je marcherai à côté de toi pour assurer ta sécurité. » Vint ensuite le moment qu'Émilie redoutait et anticipait tout à la fois, montée à cheval pour la première fois depuis son accident. Une rampe spéciale avait été installée, permettant d'accéder plus facilement au dos du cheval depuis un fauteuil roulant. Lorsque François poussa son fauteuil sur la rampe, Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Des images de sa chute 3 ans plus tôt flashèrent dans son esprit. Le saut raté, la sensation de son corps projeté dans les airs, l'impact brutal avec le sol. Émilie, la voix douce de Sophie la ramena au présent. « Tu es prête ? On peut prendre plus de temps si tu en as besoin. »
La jeune fille prit une profonde inspiration, puis hocha la tête avec détermination. « Je suis prête. » Le transfert du fauteuil à la selle se fit avec l'aide de François et Sophie. Tonnerre resta parfaitement immobile pendant toute la manœuvre, comme s'il comprenait l'importance du moment et la nécessité de sa coopération totale. Lorsque Émilie fut enfin installée, solidement maintenue par des sangles de sécurité, une vague d'émotions contradictoires la submergea. La peur, bien sûr, mais aussi une joie indicible, celle de retrouver cette sensation autrefois si familière du dos puissant de Tonnerre sous elle. « Comment te sens-tu » demanda Sophie, observant attentivement son visage. « C'est... » Émilie chercha ses mots. « C'est comme revenir à la maison après un très long voyage. » Sophie sourit, comprenant parfaitement ce que la jeune fille tentait d'exprimer. « Nous allons commencer très doucement. Monsieur Lefort va faire marcher Tonnerre au pas. Et tu vas simplement te concentrer sur ta respiration et les sensations dans ton corps. » Monsieur Lefort donna le signal, et Tonnerre se mit en mouvement avec une douceur remarquable, comme s'il savait qu'il portait un fardeau précieux et fragile. Dès les premiers pas, Émilie fut frappée par la sensation des muscles du cheval qui bougeaient sous elle, envoyant des ondes de mouvement à travers tout son corps, et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. « Je le sens » murmura-t-elle, stupéfaite. « Je sens le mouvement dans mes jambes. » Sophie, qui marchait à côté d'elle, hocha la tête avec un sourire encourageant. « C'est exactement ce que nous espérions. » Le mouvement du cheval stimule tes muscles et tes nerfs. Concentre-toi sur ces sensations. Pendant 20 minutes, Tonnerre marcha paisiblement dans le manège, guidé par Monsieur Lefort, tandis qu'Émilie s'abandonnait aux sensations nouvelles qui parcouraient son corps. Ce N n'était pas vraiment comme avant son accident. Les sensations étaient plus diffuses, moins précises, mais C était indéniablement présent. À la fin de la séance, lorsque François et Sophie l'aidèrent à redescendre dans son fauteuil, Émilie était épuisée mais rayonnante. « C était incroyable », déclara-t-elle à ses parents qui attendaient anxieusement son retour. « J'ai vraiment senti quelque chose dans mes jambes, pas juste des fourmillements comme à l'hôpital, mais de vraies sensations quand Tonnerre bougeait. » Catherine serra sa fille dans ses bras, trop émue pour parler. François, lui, se tourna vers Sophie, une question silencieuse dans les yeux. « C'est très encourageant », confirma la kinésithérapeute. Émilie a montré une excellente réceptivité au mouvement du cheval. Et Tonnerre, elle secoua la tête, encore impressionnée. Il s'est comporté comme s'il avait fait ça toute sa vie. La plupart des chevaux, même bien dressés, montrent des signes d'impatience ou de nervosité lors des premières séances d'hypothérapie. Lui était parfaitement synchronisé avec Émilie. Monsieur Lefort, qui venait de ramener Tonnerre après lui avoir enlevé sa selle spéciale, acquiesça. « Ce cheval me surprendra toujours. Il semble comprendre exactement ce qu'on attend de lui quand il s'agit de Émilie. » La jeune fille tendit la main pour caresser l'encolure de Tonnerre qui avait approché sa tête du fauteuil roulant. « On va y arriver ensemble, n'est-ce pas, mon beau ?» Comme en réponse, le cheval inclina légèrement sa tête, son œil brun fixé sur Émilie, avec ce qui ressemblait étrangement à une promesse. Sur le chemin du retour, assise à l'avant de la voiture familiale, Émilie contemplait le paysage breton avec un regard nouveau. Pour la première fois depuis 3 ans, elle osait espérer, vraiment espérer. Le chemin serait long, elle le savait. Sophie avait été claire sur ce point. Des mois de thérapie intensive, des progrès probablement lents et inégaux, sans garantie de résultat final. Mais aujourd'hui, grâce à Tonnerre, elle avait franchi la première étape de ce qui semblait auparavant impossible. Et cela, plus que tout le reste, lui donnait la force d'affronter ce qui l'attendait. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début du programme de rééducation d'Émilie. Elle était breton, avec ses journées parfois ensoleillées, parfois brumeuses, avait cédé la place à un automne aux couleurs flamboyantes. Le centre équestre des Lefort était devenu le second foyer de la famille Beaumont.
qui s'y rendait 3 fois par semaine pour les séances d'hypothérapie. Ce mardi matin d'octobre, Émilie était dans le manège couvert avec Sophie et Tonnerre. La séance avait commencé depuis une demi-heure et la jeune fille, désormais capable de se tenir sur Tonnerre sans sangle de sécurité, effectuait des exercices de renforcement du tronc. « Aux deux, c'est parfait, Émilie », encouragea Sophie, qui marchait à côté du cheval. « Maintenant, essaie de te pencher légèrement en arrière tout en gardant ton équilibre. » Émilie s'exécuta, contractant ses muscles abdominaux pour maintenir sa position. Ses mains reposaient légèrement sur l'encolure de Tonnerre, plus comme un point de repère que comme un véritable soutien. Après 3 mois d'entraînement intensif, son corps avait développé une mémoire musculaire remarquable. « Encore 10 secondes », compta Sophie. « 5, 3, 1, parfait. Tu peux te redresser. » Émilie revint en position normale, un sourire de satisfaction éclairant son visage. Ces exercices, qui lui semblaient impossibles il y a encore quelques semaines, étaient maintenant presque routiniers. « J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile », remarqua-t-elle en caressant l'encolure de Tonnerre, qui marchait d'un pas régulier et mesuré. « C'est parce que tes muscles se renforcent », confirma Sophie. « Et pas seulement ceux du haut de ton corps. Les scanners de la semaine dernière montrent une amélioration significative de la tonicité musculaire dans tes jambes également. » Cette nouvelle fit briller les yeux d'Émilie. Chaque petit progrès, chaque signe d'amélioration était précieusement enregistré et célébré. Le chemin était long et semé d'embûches, mais ces moments de victoire, aussi minimes soient-ils, lui donnèrent la force de continuer. « Tu te souviens où tu en étais il y a 3 mois ?» demanda Sophie avec un sourire entendu. Comment aurait-elle pu l'oublier? Lors de ses premières séances, Émilie pouvait à peine rester 10 minutes sur le dos de Tonnerre sans se sentir épuisée. La stimulation électrique que le docteur Moreau administrait à ses jambes avant chaque séance d'hypothérapie provoquait des douleurs lancinantes qu'elle avait dû apprendre à gérer. Et les exercices de renforcement, même les plus basiques, semblaient insurmontables. « J'y étais une loque », rit-elle, se rappelant ses muscles flasques et son équilibre précaire. « Et maintenant, regarde-toi », continua Sophie avec fierté. « Tu fais des exercices de niveau intermédiaire et le docteur Moreau m'a dit que tes derniers résultats de tests neurologiques étaient très encourageants. » Émilie hocha la tête, reconnaissante mais prudente. Elle avait appris à ne pas se laisser emporter par un optimisme excessif. Il y avait eu des déceptions aussi, des jours où rien ne semblait fonctionner, où les sensations dans ses jambes diminuaient au lieu d'augmenter, où la fatigue et le découragement prenaient le dessus. « Bien, passons à la phase suivante », annonça Sophie, en faisant signe à Monsieur Lefort qui tenait Tonnerre à la longe. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. Les nouveautés dans son programme de rééducation étaient toujours à la fois excitantes et angoissantes. « Le docteur Moreau et moi pensons que tu es prête pour commencer à travailler sur des mouvements plus actifs des jambes, » expliqua Sophie. « Jusqu'à présent, tu as principalement laissé le mouvement de Tonnerre stimuler passivement tes muscles. Maintenant, nous voulons que tu essaies de contrôler consciemment certains de ces muscles. » Émilie déglutit, soudain nerveuse, contrôler consciemment ses jambes. Depuis son accident, cette notion même semblait appartenir à un autre monde, un monde qu'elle avait abandonné. « Comment suis-je censée faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son appréhension. « D'abord, je vais t'aider, » répondit Sophie en s'approchant. « Nous allons utiliser une technique appelée facilitation proprioceptive neuromusculaire. En termes simples, je vais guider tes jambes dans certains mouvements, pendant que tu essaies de les sentir et éventuellement de les accompagner. » Monsieur Lefort arrêta Tonnerre, qui resta parfaitement immobile, tandis que Sophie positionnait délicatement la jambe droite d'Émilie. « Ferme les yeux, instruisit-elle.
Concentre-toi uniquement sur les sensations dans ta jambe. » Émilie obéit, plongeant dans cet univers sensoriel intérieur qu'elle avait appris à explorer ces derniers mois. Elle sentit la main de Sophie guider doucement sa jambe dans un mouvement latéral. « Essaie d'imaginer que c'est toi qui produis ce mouvement, » continua Sophie d'une voix calme. « Visualise les muscles qui se contractent, les tendons qui tirent, les articulations qui bougent. » Émilie se concentra intensément, son front plissé par l'effort mental. Au début, elle ne sentait que la main de Sophie, puis, progressivement, quelque chose d'autre émergea, une sensation ténue, comme un murmure distant, venant de sa propre jambe. « Je crois que je sens quelque chose », murmura-t-elle, n'osant pas ouvrir les yeux de peur de briser cette connexion fragile. « Continue à te concentrer », encouragea Sophie. « Maintenant, j'enlève progressivement ma main. Essaie de maintenir le mouvement. » La pression de la main de Sophie diminua graduellement et Émilie lutta pour maintenir cette conscience nouvelle. C était comme essayer d'attraper de la fumée, insaisissable, éphémère. Puis, à sa grande surprise, elle sentit sa jambe bouger légèrement. Un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais qui n'avait pas été guidé par Sophie. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, rencontrant le regard stupéfait de la kinésithérapeute. « Tu l'as fait !» chuchota Sophie, comme si elle craignait qu'une voix trop forte ne brise le miracle qui venait de se produire. « Tu as bougé ta jambe, Émilie. Juste un peu, mais et tais-toi. » Tonnerre, comme s'il avait compris l'importance du moment, tourna légèrement sa tête pour regarder Émilie, ses oreilles dressées attentivement. « Je l'ai fait ?» La voix d'Émilie tremblait d'incrédulité et d'émotion. « J'ai vraiment... »« Oui !» confirma Sophie, un large sourire illuminant son visage. « C'est un premier pas incroyable. » Les larmes jaillirent spontanément, coulant le long des joues d'Émilie. 3 ans, 3 longues années depuis qu'elle avait délibérément bougé ses jambes. Ce minuscule mouvement, que la plupart des gens effectueraient sans même y penser, représentait pour elle une victoire monumentale. « Essayons encore !» proposa Sophie, partageant visiblement les émotions du moment. Pendant les 20 minutes suivantes, elles travaillèrent ensemble, Sophie guidant, puis se retirant progressivement, tandis qu'Émilie tentait de reproduire ces mouvements infimes mais significatifs. Parfois, elle y parvenait, d'autres fois non, mais chaque succès était accueilli par des sourires et des encouragements. À la fin de la séance, Émilie était épuisée mais euphorique. Lorsque François vint la récupérer, il fut immédiatement frappé par l'expression radieuse de sa fille. « Quelque chose s'est passé », devina-t-il, en voyant les visages émus d'Émilie et de Sophie. « Papa !» commença Émilie, sa voix vibrant d'excitation contenue. « J'ai bougé ma jambe. Pas beaucoup, juste un petit peu, mais c'était moi qui la contrôlais. » François resta un instant figé, assimilant cette information extraordinaire. Puis, il s'avança pour serrer sa fille dans ses bras, incapable de prononcer un mot tant l'émotion lui serrait la gorge. « C'est un moment très important », expliqua Sophie, s'adressant à François mais regardant Émilie avec fierté. « C'est la preuve concrète que les connexions nerveuses sont en train de se rétablir. Bien sûr, le chemin est encore long, mais c'est un miracle. » compléta François, sa voix rauque d'émotion. « La science y est pour beaucoup, » sourit Sophie. « La stimulation électrique, les exercices de renforcement, l'hypothérapie. »« Dieu tonnerre !» ajouta Émilie en caressant l'encolure du cheval. « Je n'y serais jamais arrivée sans lui. » Le soir même, dans la maison des Beaumont, une petite célébration improvisée eut lieu. Catherine avait préparé le plat préféré d'Émilie. Des crêpes bretonnes fourrées au jambon et au fromage, et même Lily, la petite sœur d'Émilie, habituellement absorbée par ses préoccupations d'adolescente de 12 ans, participait avec enthousiasme à la fête. « Dugy, alors, tu vas pouvoir remarcher bientôt ?» demanda Lily, toujours directe dans ses questions. Catherine lança un regard d'avertissement à sa cadette, craignant que cette question ne soit trop abrupte ou qu'elle ne crée des attentes irréalistes. Mais Émilie sourit, pas du tout offensée.
C'est encore trop tôt pour le dire, Lily. Aujourd'hui, j'ai juste réussi à bouger très légèrement ma jambe. C'est un tout petit pas, mais dans la bonne direction. Le docteur Moreau dit qu'il faut être patient, ajouta François en servant un verre de cidre à Catherine. La récupération après une lésion médulaire comme celle de Émilie est un processus très lent. Mais il a aussi dit, continua Émilie avec un enthousiasme qu'elle ne cherchait pas à cacher, que mes résultats sont extrêmement prometteurs. Ce sont ses mots exacts. « Non, tu vois, je te l'avais dit », déclara Lily avec la conviction absolue propre à son âge. « J'ai toujours su que tu remarcherais un jour. » Émilie échangea un regard avec ses parents. Ils savaient tous que rien était garanti. Le mouvement d'aujourd'hui était encourageant, certes, mais il y avait encore un gouffre immense entre bouger légèrement une jambe et remarcher de façon autonome. Pourtant, pour la première fois depuis l'accident, cette possibilité n'appartenait plus au domaine du fantasme ou du miracle impossible. C était devenu un objectif lointain, mais potentiellement atteignable. Plus tard dans la soirée, alors que Émilie se préparait pour la nuit, son téléphone vibra. C était un message de Mathilde. « Papa vient de me raconter pour aujourd'hui. Je suis tellement fier de toi. Tonnerre aussi, j'en suis sûr. D'ailleurs, il a été bizarre toute la journée après ton départ. Il n'arrêtait pas de regarder vers l'entrée du centre, comme s'il t'attendait encore. Ce cheval est fou de toi. » Émilie sourit en lisant ces mots. Parfois, elle avait l'impression que Tonnerre comprenait exactement ce qui se passait, qu'il était conscient de son rôle crucial dans sa guérison. C était irrationnel, bien sûr, mais après ce qu'ils avaient traversé ensemble, elle ne pouvait s'empêcher d'y croire un peu. Elle s'endormit ce soir-là avec une sensation nouvelle. Non pas l'espoir fragile et incertain des derniers mois, mais une conviction profonde et inébranlable. Avec Tonnerre à ses côtés, elle allait y arriver. Pas à pas, mouvement par mouvement, ils reconstruiraient ensemble ce que l'accident avait détruit. Le printemps était revenu sur la Bretagne, parant les collines de Saint-Brieuc d'un vert tendre et parsemant les prairies de fleurs sauvages. 9 mois s'étaient écoulés depuis le jour fatidique où Tonnerre avait plongé dans les eaux tumultueuses de la Gouet pour sauver Émilie. Ce matin d'avril, une agitation inhabituelle régnait au centre équestre des Leforts. Un petit groupe S était rassemblé dans le manège couvert. Le docteur Moreau, Sophie Lambert, Monsieur Lefort, Catherine et François Beaumont, Mathilde, et même Lily, qui avait insisté pour manquer l'école ce jour-là. Tous formaient un demi-cercle, leur visage empreint d'une anticipation fébrile. Au centre de l'attention, Émilie se tenait entre 2 barres parallèles, spécialement installées pour l'occasion. Elle n'était plus dans son fauteuil roulant, mais debout, soutenue par 2 béquilles avant-bras et des attelles légères qui stabilisaient ses genoux. À quelques mètres devant elle, Tonnerre attendait patiemment, tenu par Monsieur Lefort, mais sans longe, comme s'il comprenait que sa seule présence était suffisante. « Tu es prête ?» demanda doucement le docteur Moreau, qui supervisait cette étape cruciale de la rééducation d'Émilie. La jeune fille hocha la tête, les lèvres serrées par la concentration. Ces derniers mois avaient été une succession d'avancées modestes mais significatives. Après ce premier mouvement volontaire de sa jambe sur le dos de Tonnerre, d'autres petites victoires étaient enchaînées. D'abord, la capacité à bouger ses orteils, puis, progressivement, un contrôle accru de ses muscles quadriceps et ischio-jambiers. Les séances de stimulation électrique, toujours douloureuses mais désormais supportables, avaient réveillé des connexions nerveuses que tous les médecins avaient cru définitivement perdues. Il y avait eu des revers aussi, des jours où la douleur était trop intense, où la fatigue accumulée semblait insurmontable. Un épisode de pneumonie en janvier, qui l'avait forcé à interrompre sa thérapie pendant 3 semaines, un recul qui l'avait momentanément plongé dans le désespoir. Mais à chaque fois, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'avait ramené vers la lumière. Tonnerre.
Comme s'il ressentait ces moments de doute, le grand cheval brun redoublait alors d'attention et de tendresse, hennissant doucement lorsqu'elle arrivait au centre, posant sa tête massive sur son épaule dans un geste de réconfort presque humain. Et puis, 6 semaines plus tôt, le miracle tant attendu s'était produit. Pendant une séance où Sophie manipulait ses jambes, Émilie avait soudain réussi à lever son genou droit de plusieurs centimètres, sans aide, dans un mouvement certes maladroit mais indéniablement volontaire. Un cri de joie avait alors rempli le manège, faisant sursauter Tonnerre qui, après un instant de surprise, s'était mis à hennir comme pour célébrer lui aussi cette victoire. Depuis ce jour, les progrès étaient accélérés. La kinésithérapie au sol avait été intensifiée, complétant les séances d'hypothérapie. Émilie avait commencé à travailler avec un déambulateur, puis avec des béquilles, ses jambes de plus en plus réactives à ses commandes mentales. Et aujourd'hui, était le grand jour, celui qu'elle avait tant attendu, tant espéré, mais qu'elle avait aussi redouté. Car réussir signifiait tout, mais échouer aurait été dévastateur. N'oublie pas, rappela Sophie en ajustant une dernière fois les attelles d'Émilie, nous ne visons pas la perfection. Si tu fais ne serait-ce qu'un pas, ce sera déjà une victoire immense. Émilie acquiesça, ses yeux fixés sur Tonnerre comme si le cheval était son ancre dans cette tempête de émotions. L'animal lui rendit son regard, ses oreilles pointées vers elle avec une attention totale. « Prends ton temps », encouragea le docteur Moreau. « Concentre-toi d'abord sur ton équilibre. » Émilie resserra sa prise sur les béquilles, sentant le poids de son corps reposer partiellement sur ses jambes pour la première fois depuis plus de 3 ans. Était une sensation étrange, comme si elle redécouvrait la gravité. Elle ferma brièvement les yeux, se concentrant sur les exercices de visualisation que Sophie lui avait enseignés. « Je lève mon pied droit. Je le déplace vers l'avant. Je transfère mon poids, je pose mon pied. » Des gestes si simples, si naturels pour la plupart des gens. Des gestes qu'elle avait exécutés des milliers de fois sans y penser avant son accident. Des gestes qui étaient maintenant le fruit d'un effort mental et physique colossal. Elle rouvrit les yeux, inspirant profondément. L'univers semblait s'être réduit à ce petit espace entre elle et Tonnerre, ces quelques mètres qu'elle devait franchir pour le rejoindre. « Vas-y, Émilie », murmura François, sa voix à peine audible tant l'émotion, elle, étreignait. Avec une concentration extrême, Émilie commença à lever sa jambe droite. Le mouvement était lent, hésitant, mais délibéré. Son pied se souleva de quelques centimètres, avança péniblement, puis se posa à nouveau sur le sol du manège. Un pas, un vrai pas. Un murmure collectif parcourut l'assistance. Catherine porta une main à sa bouche, les larmes ruisselant sur ses joues. Encouragée par ce premier succès, Émilie entreprit de déplacer sa jambe gauche. Celle-ci était moins réactive, plus rebelle à ses commandes mentales. Elle fronça les sourcils, sa détermination visible dans chaque trait de son visage. Lentement, douloureusement, son pied gauche se souleva à son tour et avança. 2 pas. « C'est merveilleux, Émilie !» s'exclama Sophie, qui se tenait prête à intervenir au moindre signe de faiblesse. Mais Émilie n'entendait plus rien. Son monde était réduit à cette communication silencieuse entre elle et Tonnerre. Le cheval n'avait pas bougé d'1 centimètre, mais son regard semblait l'encourager, l'attirer vers lui comme un phare guide un navire dans la tempête. Un 3e pas, plus assuré, puis un 4e. Tonnerre hennit doucement, comme pour dire « Continue, tu y es presque ». La sueur perlait maintenant sur le front d'Émilie, témoignant de l'effort intense qu'elle fournissait. Chaque pas était une bataille, chaque centimètre parcouru une victoire arrachée à l'adversité. 5e pas, 6e pas, elle était maintenant à mi-chemin de Tonnerre. Ses bras commençaient à trembler sous l'effort de soutenir une partie de son poids avec les béquilles. Ses jambes, malgré le renforcement musculaire des derniers mois, menaçaient de céder. « Tu peux faire une pause si tu en as besoin », suggéra le docteur. Moreau,
attentif aux signes de fatigue. Mais Émilie secoua la tête. Elle savait que si elle s'arrêtait maintenant, la reprise serait encore plus difficile. Et puis, il y avait Tonnerre qui l'attendait, patient et confiant. 7e pas, 8e pas, plus que 3 mètres. Elle pouvait presque sentir l'odeur familière du cheval, ce mélange de foin, de cuir et de cette essence indéfinissable qui était uniquement Tonnerre. 9e pas. Ses jambes tremblaient violemment maintenant, mais elle refusait d'abandonner si près du but. Et soudain, comme s'il avait perçu sa détresse, Tonnerre fit quelque chose d'inattendu. Doucement, avec une délicatesse surprenante pour un animal de son gabarit, il se dégagea de la main de Monsieur Lefort et avança de 2 pas vers Émilie, réduisant ainsi la distance qui les séparait. « Tonnerre !» s'exclama Monsieur Lefort, surpris par cette initiative. Mais le cheval S était déjà immobilisé à nouveau, attendant qu'Émilie franchisse la distance restante. Un sourire tremblant illumina le visage de la jeune fille. « Toujours là pour m'aider, hein ?» murmura-t-elle. Avec un regain de énergie, elle effectua son 10e pas, puis le 11e et enfin le 12e, qui l'amena directement face à Tonnerre. Épuisée mais triomphante, Émilie laissa tomber une béquille pour tendre sa main libre vers le museau du cheval. Tonnerre avança sa tête, soufflant doucement contre sa paume dans ce geste qui était devenu leur rituel. Un silence quasi religieux régnait dans le manège. Ce qui venait de se produire dépassait largement les attentes les plus optimistes de l'équipe médicale. Émilie n'avait pas fait 1 ou 2 pas hésitants comme il l'espérait, mais 12 pas déterminés. Ce fut Lily qui rompit le silence. « Ma sœur a marché !» s'écria-t-elle en sautant sur place, incapable de contenir son excitation plus longtemps. Comme si ces mots avaient libéré une digue, les réactions fusèrent soudain de toutes parts. Catherine et François se précipitèrent vers leur fille, suivis de près par Sophie et le docteur Moreau. Mathilde applaudissait à tout rompre, tandis que Monsieur Lefort, cet homme habituellement si réservé, essuyait discrètement une larme. « Tu l'as fait, ma chérie !» sanglota Catherine en enlaçant précautionneusement Émilie, veillant à ne pas la déséquilibrer. « C'est extraordinaire !» balbutia le docteur Moreau, visiblement ému malgré son professionnalisme. « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une récupération aussi spectaculaire. » Sophie, qui avait récupéré la béquille tombée, l'attendit à Émilie avec un sourire radieux. « Et ce n'est que le début », affirma-t-elle avec conviction. François, incapable de prononcer un mot, tant l'émotion, étreignait, se contenta de serrer l'épaule de sa fille, son regard empli d'une fierté indicible. Au milieu de cette effervescence, Émilie restait étrangement calme. Une paix profonde l'avait envahie, comme si une partie d'elle-même, perdue depuis longtemps, venait enfin de lui être rendue. Son regard croisa celui de Tonnerre, et dans ses yeux bruns si expressifs, elle crut lire une compréhension parfaite de ce qu'elle ressentait. « On l'a fait ensemble », murmura-t-elle pour lui seule, pressant son front contre celui du cheval dans un geste d'intimité absolue. Plus tard, alors que l'euphorie initiale retombait et que les discussions techniques sur les prochaines étapes de sa rééducation battaient leur plein entre le docteur Moreau et Sophie, Émilie se retrouva un moment seule avec Mathilde près de l'enclos extérieur, où Tonnerre avait été emmené pour se détendre. « Tu sais, » dit Mathilde en observant le grand cheval brun qui broutait paisiblement, « Papa dit qu'il n'a jamais vu un animal se comporter comme ça. » C'est comme s'il comprenait exactement ce qui se passe, comme s'il savait qu'il joue un rôle crucial dans ta guérison. Émilie sourit, ses yeux ne quittant pas Tonnerre. Je sais que ça peut sembler fou, mais parfois j'ai l'impression qu'il me parle. Pas avec des mots, bien sûr, mais je ne trouve pas ça fou du tout, l'interrompit Mathilde. Après ce que j'ai vu le jour de l'accident, je crois que Tonnerre est spécial, différent. Il y a quelque chose chez lui qui dépasse notre compréhension. Les deux amies restèrent silencieuses un moment, contemplant le cheval qui leur avait appris à croire en l'impossible. « Qu'est-ce que ça fait ?»
demanda finalement Mathilde. De remarcher après tout ce temps? Émilie réfléchit à la question, cherchant les mots justes pour décrire cette expérience indescriptible. C'est comme retrouver une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Comme si J était incomplète depuis 3 ans sans vraiment m'en rendre compte, et que soudain je redeviens entière. Elle fit une pause, puis ajouta avec un sourire: mais ce n'est pas juste le fait de marcher, c'est tout ce que ça représente, la liberté, l'indépendance, l'espoir. Mathilde hocha la tête, comprenant ce que son amie ne pouvait exprimer avec des mots. « Tu sais ce que le docteur Moreau a dit à papa tout à l'heure ?» dit-elle, en baissant la voix comme pour partager un secret. « Il a dit que ton cas allait probablement faire l'objet d'une publication scientifique, une étude de cas exceptionnel. » Ce sont ses mots. Émilie rit doucement. « Génial, je vais devenir une curiosité médicale. »« Non, » corrigea Mathilde avec sérieux. « Ou tu vas devenir un symbole d'espoir pour d'autres personnes dans ta situation. » Cette perspective n'avait pas effleuré Émilie, et elle resta pensive un moment, considérant cette nouvelle dimension de son parcours. Dans l'enclos, Tonnerre avait cessé de brouter et les observait, ses oreilles dressées comme s'il suivait leur conversation. Lorsque leurs regards se croisèrent, Émilie eut à nouveau cette sensation étrange mais réconfortante, celle de être comprise au-delà des mots, de être connectée à cet être extraordinaire par un lien que la science ne pouvait expliquer. Elle savait que le chemin vers une récupération complète serait encore long et semé d'obstacles. Mais pour la première fois depuis ce jour fatidique où elle avait chuté de cheval, elle savait avec une certitude absolue qu'elle y parviendrait. Parce qu'elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. 2 ans étaient écoulés depuis ce jour de printemps où Émilie avait fait ses premiers pas vers Tonnerre dans le manège couvert du centre équestre des Lefort. En cette matinée ensoleillée de juin, le centre était en effervescence. Des banderoles colorées décoraient l'entrée principale et un petit chapiteau avait été dressé près du manège extérieur. Des chaises blanches étaient disposées en rangées ordonnées face à une petite estrade fleurie. Sur un panneau artistiquement calligraphié, on pouvait lire « Inauguration du centre de thérapie équine Tonnerre ». Émilie, maintenant âgée de 17 ans, se tenait devant le miroir de la salle de repos des écuries, ajustant nerveusement sa tenue, un pantalon d'équitation impeccable et une veste bleu marine sur laquelle était brodé le nouveau logo du centre. La silhouette élégante d'un cheval portant une étoile sur le front. « Tu es magnifique », dit Catherine en entrant dans la pièce, émue de voir sa fille debout, droite et fière, sans l'ombre d'un fauteuil roulant ou même d'une canne à proximité. Le chemin parcouru ces 2 dernières années avait été extraordinaire. Après ses premiers pas, les progrès d'Émilie étaient accélérés. Des mois de thérapie intensive, alternant entre hypothérapie avec Tonnerre, séances de stimulation électrique et exercices de renforcement, avaient progressivement transformé ses pas hésitants en une démarche de plus en plus assurée. Bien sûr, tout n'avait pas été simple. Il y avait eu des plateaux décourageants, des jours où la douleur semblait insurmontable, des moments de doute où la peur de régresser éclipsait la joie des progrès accomplis. Émilie boitait encore légèrement de la jambe gauche, et les longues marches la fatiguaient rapidement. Les médecins étaient clairs. Elle ne retrouverait probablement jamais la mobilité complète qu'elle avait avant son accident. Mais pour Émilie, ces limitations semblaient dérisoires comparées au miracle de pouvoir marcher à nouveau, de sentir le sol sous ses pieds, de se tenir debout face au monde. « Je suis nerveuse », admit-elle en se tournant vers sa mère. « Et si je me trompe dans mon discours ?»« Tu seras parfaite », la rassura Catherine. « Parle simplement avec ton cœur, comme tu le fais toujours. » Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. François passa la tête dans l'entrebâillement. « Les invités commencent à arriver », annonça-t-il. « Et le journaliste de France 3 Bretagne voudrait une interview avant la cérémonie. » Émilie prit une profonde inspiration.
L'attention médiatique autour de son histoire avait dépassé toutes les attentes. Ce qui avait commencé comme un fait divers local, un cheval sauvant une adolescente de la noyade, s'était transformé en un phénomène national lorsque les détails de sa récupération miraculeuse avaient été rendus publics. Étude de cas publiée par le docteur Moreau, dans une prestigieuse revue médicale, avait suscité l'intérêt de la communauté scientifique internationale. Des spécialistes venaient maintenant de toute l'Europe pour étudier le protocole qui avait permis à Émilie de récupérer une mobilité que tous jugeaient perdue à jamais. Mais ce qui touchait le plus Émilie, étaient des lettres et les messages qu'elle recevait régulièrement de personnes en situation similaire, pour qui son histoire était devenue une source d'espoir inestimable. « J'arrive dans 1 minute, répondit-elle à son père. « Je voudrais juste voir Tonnerre avant. » François hocha la tête, comprenant ce besoin. Même après tout ce temps, le lien entre sa fille et le grand cheval brun restait aussi puissant qu'inexplicable. Lorsque ses parents eurent quitté la pièce, Émilie se dirigea vers les écuries. Tonnerre occupait désormais un box spécial, plus spacieux que les autres, avec une plaque dorée sur la porte indiquant simplement « Tonnerre, héros ». À son approche, le cheval releva immédiatement la tête, ses oreilles se dressant en signe de reconnaissance. Malgré ses 16 ans, un âge respectable pour un cheval, Tonnerre conservait cette prestance majestueuse qui l'avait toujours caractérisé. Seuls quelques poils blancs sur son chanfrein trahissaient le passage du temps. « Salut, mon beau !» murmura Émilie en ouvrant la porte du box. Elle n'avait plus besoin de licol ni de longe avec lui. Leur complicité avait atteint un niveau que même Monsieur Lefort, avec ses décennies d'expérience équestre, trouvait fascinant. Tonnerre semblait comprendre les intentions de Émilie avant même qu'elle ne les exprime. Le cheval s'approcha doucement, posant son museau contre la joue de la jeune fille dans un geste d'une tendresse infinie. « C'est le grand jour, » chuchota-t-elle, caressant son encolure. « C'est grâce à toi, tu sais. Tout ça. » Elle fit un geste englobant les écuries, le centre, mais aussi implicitement sa vie retrouvée. « Tout ça, c'est ton œuvre. » Tonnerre souffla doucement, comme pour minimiser l'importance de son rôle. Émilie sourit à cette pensée. Au fil des mois, elle avait cessé de se demander si elle anthropomorphisait trop le comportement de Tonnerre. L'expérience lui avait prouvé, encore et encore, que ce cheval possédait une forme d'intelligence et d'empathie que la science peinait à expliquer. Elle sortit une carotte de sa poche, leur petit rituel avant chaque moment important. « Pour la chance, » dit-elle en la lui offrant sur sa paume ouverte. Tonnerre la prit délicatement, puis secoua sa crinière comme pour dire « Allons-y maintenant ». Émilie acquiesça, déposa un baiser sur son museau et sortit du box. Le cheval la suivit naturellement, sans contrainte, marchant à son rythme à ses côtés tandis qu'il se dirigeait vers le lieu de la cérémonie. Dehors, le soleil de juin baignait le centre équestre d'une lumière dorée. La petite foule rassemblée sous le chapiteau se tourna comme un seul homme à leur apparition. Émilie, marchant d'un pas assuré malgré une légère asymétrie dans sa démarche, et Tonnerre, majestueux, avançant à ses côtés comme un gardien fidèle. Émilie repéra immédiatement sa famille au premier rang, ses parents, Lily désormais adolescente, ses grands-parents venus spécialement de Marseille. À côté d'eux, elle, équipe médicale au complet. Le docteur Moreau, Sophie Lambert, et plusieurs autres spécialistes qui avaient contribué à sa rééducation. Un peu plus loin, Mathilde, rayonnante dans une robe d'été, accompagnée de son petit ami Lucas. Mais ce qui émut particulièrement Émilie, ce fut de reconnaître certains visages qu'elle n'avait vus jusqu'alors qu'à travers des écrans. Pierre Dupont, ce jeune homme de Lille, qui avait commencé sa propre thérapie équine après avoir lu son histoire. Claire Fabre, cette fillette de 10 ans de Lyon, paraplégique depuis un accident de voiture, qui suivait maintenant un protocole similaire avec des résultats prometteurs, et même Thomas Mercier,
ce vétéran des forces spéciales blessé en opération, qui avait trouvé dans l'hypothérapie un nouveau sens à sa vie. Ils étaient tous là, formant une communauté improbable, née d'une tragédie transformée en triomphe. Monsieur Lefort s'avança pour l'accueillir sur l'estrade. Vieilli mais toujours alerte, il avait cédé la gestion quotidienne du centre à Mathilde l'année précédente, tout en restant impliqué dans ce nouveau projet qui lui tenait particulièrement à cœur. « Mesdames et messieurs, commença-t-il une fois le silence revenu, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer le premier centre breton entièrement dédié à l'hypothérapie, un lieu où, nous l'espérons, d'autres miracles comme celui de Émilie pourront se produire. » Des applaudissements nourris accueillirent ces paroles. Mais avant de couper le ruban, poursuivit-il, je voudrais céder la parole à celle sans qui rien de tout cela n'existerait. Celle qui nous a appris que les limites ne sont souvent que celles que nous nous imposons, mademoiselle Émilie Beaumont. Émilie monta les quelques marches menant à l'estrade, Tonnerre toujours à ses côtés. Un silence respectueux s'installa tandis qu'elle prenait place devant le micro. Elle regarda la foule rassemblée, puis son regard se posa sur Tonnerre, puisant dans sa présence la force et l'assurance dont elle avait besoin. « Dès il y a 2 ans et 9 mois, commença-t-elle d'une voix claire qui portait loin dans l'air estival, J était une adolescente en fauteuil roulant qui avait perdu tout espoir de remarcher un jour. Elle marqua une pause, laissant ces mots résonner. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous sur mes 2 jambes. Non pas grâce à un miracle médical, bien que l'équipe du docteur Moreau ait accompli des prouesses extraordinaires, mais grâce à un cheval. » Elle se tourna vers Tonnerre, qui la regardait avec cette intensité qui lui était propre. « La science peut expliquer comment mes nerfs se sont reconnectés, comment mes muscles se sont renforcés, comment ma moelle épinière a guéri contre toute attente. Mais la science ne peut pas expliquer pourquoi un cheval a plongé dans une rivière en crue pour sauver une jeune fille. Elle ne peut pas expliquer cette connexion qui nous a permis, à Tonnerre et moi, de franchir ensemble des obstacles que tous jugeaient insurmontables. » Des hochements de tête approbateurs parcouraient l'assistance, le centre de thérapie équine. Tonnerre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas juste un lieu de rééducation. C'est un espace où l'inexplicable devient possible, où l'espoir renaît quand tout semble perdu. Émilie fit une pause, son regard embrassant l'assemblée, s'arrêtant brièvement sur chacun de ceux qui avaient fait partie de son voyage. Ses parents qui n'avaient jamais cessé de croire en elle, Mathilde qui avait été témoin du miracle initial, le docteur Moreau qui avait osé défier les pronostics médicaux, Sophie qui l'avait poussé au-delà de ses limites, et tous ces inconnus devenus amis qui marchaient maintenant sur le même chemin qu'elle. On me demande souvent si je regrette ce jour au bord de la rivière Gouet, poursuivit-elle. Ce jour où mon fauteuil a glissé dans l'eau, ce jour qui aurait pu être le dernier de ma vie. Elle posa une main sur l'encolure de Tonnerre. La vérité, c'est que je ne peux pas le regretter. Car ce jour-là, j'ai non seulement reçu une seconde chance de vivre, mais aussi la possibilité de découvrir une vérité que beaucoup ignorent. Les liens les plus profonds transcendent les espèces, le langage, et même notre compréhension. Des larmes brillaient dans les yeux de nombreux spectateurs. Ce centre accueillera des personnes de tous âges, avec différents types de handicaps. Nous ne promettons pas de miracle, mais nous offrons quelque chose de peut-être plus précieux encore, l'espoir. L'espoir basé non pas sur des vœux pieux, mais sur une expérience vécue, sur un protocole médical éprouvé et sur la conviction que chaque être humain possède en lui des ressources insoupçonnées. Émilie conclut son discours en annonçant fièrement que 5 patients étaient déjà inscrits pour commencer leur thérapie dès la semaine suivante et que grâce à des fonds récoltés lors d'une campagne nationale, le centre pourrait offrir ses services à des familles défavorisées. Lorsqu'elle termina, l'ovation fut instantanée et prolongée. Même les journalistes, censés maintenir une neutralité professionnelle, applaudissaient avec enthousiasme.
La cérémonie se poursuivit avec le traditionnel coupé de ruban, puis une visite guidée des nouvelles installations, un manège spécialement conçu pour l'hypothérapie, des équipements de pointe pour le suivi médical et même un petit laboratoire de recherche où le docteur Smoro et son équipe continueraient d'étudier et d'améliorer leurs protocoles. Plus tard, alors que les invités se dispersaient vers le buffet installé sous les arbres, Émilie S. éclipsa discrètement avec Tonnerre. Ils prirent un sentier familier qui serpentait à travers les collines jusqu'à atteindre un point de vue surplombant la vallée de la Gouet. La rivière scintillait au loin, paisible et innocente, si différente du torrent tumultueux qui avait failli lui coûter la vie. Émilie s'assit sur un rocher plat, Tonnerre debout à côté d'elle, son souffle chaud caressant occasionnellement sa joue comme une manifestation tangible de sa présence protectrice. « On l'a fait, mon beau », murmura-t-elle, contemplant le panorama qui étendait devant eux. On a transformé la tragédie en quelque chose de beau. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon, dorant les collines et la rivière d'une lumière chaude. Dans quelques semaines, Émilie commencerait ses études à l'École nationale vétérinaire de Nantes, un rêve qu'elle avait abandonné après son accident et qu'elle pouvait maintenant poursuivre. Elle continuerait à revenir régulièrement au centre, non seulement pour poursuivre sa propre thérapie, mais aussi pour partager son expérience avec les nouveaux patients. L'avenir s'ouvrait devant elle, riche de possibilités qu'elle n'aurait jamais cru à sa portée. Tonnerre hennit doucement, comme pour approuver ses pensées, puis s'ébroua, en voyant des reflets cuivrés danser dans sa crinière noire. « Tu sais quoi ?» dit Émilie en se relevant, posant son front contre celui du cheval dans ce geste intime qui était devenu leur signature. « Je crois que c'est ça le vrai miracle, pas que je remarche, pas que le centre existe, mais que toi et moi, deux êtres si différents, ayons pu nous trouver et nous comprendre si profondément. » Tonnerre souffla doucement, ses yeux bruns fixés sur elle avec cette intelligence tranquille qui continuait de fasciner tous ceux qui en étaient témoins. Émilie monta sur le rocher, se tenant maintenant à hauteur des yeux du cheval. Avec une assurance née de 2 ans de pratique intensive, elle se hissa sur son dos, sans selle ni bride, s'agrippant simplement à sa crinière. « On rentre ?» murmura-t-elle à son oreille. Comme en réponse, Tonnerre ébroua une dernière fois, puis s'élança dans un galop majestueux à travers les collines verdoyantes de Bretagne. Et tandis qu'ils dévalaient la pente, le vent dans leurs cheveux, unis dans un même élan de liberté et de joie pure, Émilie sut avec une certitude absolue que certaines histoires n'avaient pas besoin d'être expliquées pour être vraies. Certains liens défiaient les mots, les théories, les limites du possible. Son histoire avec Tonnerre en était un, et cette histoire continuerait d'inspirer et de guider d'autres personnes longtemps après ce jour d'été, comme un témoignage vibrant de ce qui peut se produire lorsque l'amour et la détermination transcendent toutes les barrières, même celles qui séparent l'humain de l'animal.